vous étiez toujours à Amsterdam, Cheikh Bentounes, oui. À ce Donc, moment-là, oui. j'avais jamais quitté Mostaganem, sauf peut-être une ou deux fois avec mon grand-mère pour venir à Alger. D'accord. En quelle année vous découvrez Alger? Oh, c'était dans les années, peut-être 2 ans avant l'indépendance, c'était dans les années 60. Et puis l'étonnement, tout ça, c'était les jardins d'essai. Oui. Aller voir les animaux, j'étais voir des lions à l'époque. Oui. Donc vous êtes venu, vous avez visité le jardin d'essai. Le jardin d'essai, c'était une C'est ce qui vous a impressionné en premier dans la ville d'Alger. Et c'était une expédition. Comment vous êtes venu justement chez Bentounes sur Alger? Par la voiture, donc avec mon oncle, ma grand-mère, il y avait El Hadj Saidi, qui était à la cité de la montagne, donc c'était l'imam du cimetière, donc, et c'était lui qui gérait. Mais c'était un homme très cultivé. On venait chez lui. Le papa n'y était pas aussi... Non, mon père à ce moment-là était à la Qasba. Oui. Donc il construit et il avait trouvé le moyen pour rester en contact avec Nedam, quoi, de rénover la Zawiya à la Qasba, parce qu'il n'y a pas que la Zawiya à Mostaganem, Tariq al-Alaouia, pratiquement dans chaque grande ville d'Algérie, il y avait une Zawiya. Dans la Zawiya, à Saint-Vincent-de-Paul, c'était juste au-dessus de Kitchawa. Il y avait la Zawiya, que moi j'ai découvert à cet âge-là, dans les années 60, 61. Donc juste avant l'indépendance. Juste avant l'indépendance. Oui. C'est-à-dire petit, vous n'aviez pas conscience, Cheikh Bentounes, que vous étiez dans une famille de Zawiya, de Tariq al-Alaouia? Non, ça, la question ne se posait même pas. On était, il n'y avait pas cette connotation de Zawiya. Non, c'était quelque chose c'était dans la tradition, ça allait de soi. Il n'y avait pas de questionnement à ce sujet-là. C'est bien après, dans l'indépendance, qu'on voit qu'on est différent et qu'on nous taxe de ça c'est Zawiya, ça c'est ceci, ça. Donc c'est là où a commencé pour moi à saisir qu'il y avait au fait dans la société algérienne des parias quelque part. Et c'est l'emprisonnement de mon père qui a réveillé en moi ce questionnement et puis aussi, parce que nous, enfants, j'étais à la 6e en 63, c'est-à-dire j'étais au collège au moment où l'Algérie était indépendante. Oui. Donc on était les premiers enfants algériens à être scolarisés. L'école algérienne. Oui. Donc vous êtes scolarisé, vous faites le lycée à Amsterdam? Oui, tout à fait. Et mixte. Oui, premier lycée mixte d'Amsterdam ou il a toujours existé? Quel souvenir vous avez de ce lieu-là? Alors, il était loin de la maison? Il n'était pas très loin de la maison, non. Je me rendais à pied et puis parfois, donc pour ne pas user les chaussures, je marchais pieds nus. Et bien on faisait ce va-et-vient, on traversait, on montait à pied, bon, 1,5 km, 2 km, il fallait partir 1 heure avant et on traversait ce fameux pont, toujours ce pont, entre les deux rives. Et qui vous permettait de rêver, hein, Cheikh Bentounes, en le traversant. Tout à fait. Oui. Et il ne faut pas oublier cet état, c'est que l'indépendance pour nous c'était le monde, c'était l'ouverture vers le monde, vers d'autres pays, on avait envie de faire, de rencontrer les autres. On avait une ambition que je trouve chez les jeunes aujourd'hui a disparu quelque part. Oui. Il n'y avait pas cette aphasie, cette façon de... D'être blasé dès le départ, voilà. Oui, voilà. Il n'y avait pas la télévision, ou très peu. On se réunissait chez quelqu'un dans tout le quartier de Tijdid, il y avait 2 ou 3 personnes qui avaient la télévision, donc c'était aller voir la télévision, c'était un spectacle. Donc pour vous, l'occupation première était la lecture, donc la bibliothèque du grand-père voilà. dans la maison. Et un trésor, c'est qu'en 62, les livres, il y avait beaucoup de livres, énormément de livres qui étaient laissés par les Européens, qui partaient par les Noirs qui partaient. Et que vous récupérez. J'ai acheté, ma grand-mère me donnait toujours la petite monnaie pour prendre le bus, pour aller à l'école et pour aller chez le coiffeur. Donc c'est la grand-mère qui gérait le budget? Ah, ça c'est clair. Cheikh Bentounes, en 68, vous partez étudier le droit à Paris? L'histoire? Sous prétexte. Sous prétexte? Donc c'est la première fois que vous quittez Amsterdam? Fin 68, oui. Début 69, je pars sous des prétextes d'études, même dans ma tête, c'était découvrir l'autre et l'autre. Et puis, vous vous rendez compte, oui, 68,
Vous avez vécu ça aussi. C'était la révolution. Et on vivait ça en petit groupe, en écoutant, c'était les premiers transistors jusqu'à 1h, 2h du matin. Pour ne pas faire trop de bruit, pour que les parents ne nous entendent pas. Nous sommes dans la Zaouïa en plus. Vous vous rendez compte de suivre les émeutes, suivre ce qui se passait au quartier latin, et puis écouter France Inter et tous les commentaires. C'était pour nous quelque chose de fantastique. Mais la décision de quitter la Zaouïa chez Bentounes, ça n'a pas été D'abord, difficile par rapport à votre père qui était le guide spirituel à ce moment-là de la oui. Mon père était quelqu'un qui était très, très diplomate, ils sont très sages. Donc, je dirais on dit aujourd'hui diplomate, mais il avait cette sagesse, c'est de ne pas jamais vous dire non, ou faites ceci, ou faites cela. Il laissait la personnalité de chacun de se faire. Je me rappelle par exemple quand on a commencé à étudier le socialisme et le capital de Marx, c'était barbant, mais bon, il fallait, c'était dans le programme. Et un jour, où je faisais mes devoirs, il m'a mon cuisinier, il me regarde, il me dit, mais sur quoi vous travaillez, qu'est-ce que vous faites? Et je lui dis, voilà, on travaille sur le capital. Oh, Marx, affolé, et puis comme on mangeait, il y avait des tables. Donc il y avait la table de mon père avec ses frères. Oui. Il y avait une autre table où il y avait des enfants. Quand c'était au dîner, il dit à mon père, mais tu as vu ce qu'il leur enseigne à l'école aujourd'hui, il leur enseigne le capital. Puis mon père tranquille, lui dit, mais alors, c'est du communisme, c'est de l'athéisme, mais qu'est-ce qu'ils vont faire de ces enfants? Et puis mon père qui lui répond tranquillement, ils sont en train de les vacciner. Il vaut mieux qu'ils l'apprennent aujourd'hui. Maintenant Pour qu'adultes, ils sauront faire la différence. Sa réponse a été cinglante. Donc là, on voit la pensée de ces éducateurs spirituels qui laissent la pensée s'exprimer, la critique se faire petit à petit, chercher, après se chercher pour mûrir et trouver la voie, tracer sa propre voie. Donc est-ce que votre voie, vous l'avez trouvée en arrivant en France? C'était comment dans ce lieu-là? Avez-vous vécu? Oula, en France, je pensais pas vous arrivez, à la rien. Au contraire, j'avais échappé à tout et je construisais ma vie. Je suis parti en Angleterre avec des copains qu'on avait, des copains qui étaient venus à Amsterdam. À cette époque-là, il y avait beaucoup de hippies. Bon, tout ça, c'était une époque où les jeunes circulaient beaucoup, ils voyageaient beaucoup, ils venaient d'Angleterre, ils venaient de France, ils venaient de partout. Il n'y avait pas les visas à l'époque. La Méditerranée n'était pas coupée, on n'était pas coupé entre les deux rives de la Méditerranée. Mais vous décidez en 75 de vous retrouver en France pour être dans une boutique pour vendre du linge, de la mode. Comment c'est arrivé? Je ne suis pas de vendre, c'est de créer ma marque. Donc votre marque, oui, justement. Tout à fait, oui. de faire du prêt-à-porter. Donc vous prenez justement un chemin différent, cher Bentounes, par rapport à ce qu'on vous a inculqué. Absolument. J'ai à ce moment-là, surtout après les années noires, 70-71, mon père a été mis en résidence surveillée, mis au secret pendant quelques mois. Et puis là, bon, moi, ça a été pour moi un rejet total. Même de la confrérie, de la Tariqa Alaouia, à partir de là, vous êtes dit... Oui. Pour moi, c'était aller faire ma vie, et puis c'est tout. Il n'y avait pas une conscience claire, en fait, que je coupais. Non, pour moi, c'était m'éloigner un petit peu de tout ça. Ça ne m'intéressait pas, il fallait que je fasse ma vie, il fallait que je construise ma vie. Vous choisissez Paris, vous vous installez, vous vous mariez avec une Française, cher Bentounes, et vous vous lancez dans la mode. Oui, avec les mannequins, avec mes salons, et de là, je vois encore plus loin, en 73, je contacte, il y a des marques prestigieuses françaises, et puis je fais tout, j'affronte tout un plan pour ouvrir des boutiques dans les pays du Golfe. Oui, tout à fait. Donc tout ça, c'était pour moi le rêve, quoi. Et Mostaranem restait comment dans votre... Mostaranem restait quelque chose, quelque part en moi, qui sommeillait à mon insu. Et puis j'ai été rattrapé par... tout jeune, à 25 ans. Oui. À 25 ans, on vous rappelle à l'ordre. La vie a décidé autrement pour vous, cher Bentounes. La vie a décidé autrement. C'était comme un coup de poing, quoi. Le ciel qui vous tombe sur ma tête. Vous êtes secoué. Moi, on m'annonce le décès de mon père. J'avais vu quelques mois. Je lui parle du projet du Golfe et de partir m'installer dans le Golfe. Je fais tout le temps. Très bien. Mais avant, peut-être
la famille, pour qu'il soit tranquille. Oui, pour rassurer. En fait, je suis venu pour son enterrement. Pour son enterrement, et à partir de là, votre vie change complètement, cher Bentounes. Tout à fait. Un lieu, un auteur. Parcours de vie, chemin de mémoire, c'est dans Un lieu, un auteur, et c'est sur Alger Chamsou. Merci de nous retrouver, deuxième partie d'Un lieu, un auteur. Je rappelle que ce matin, nous recevons l'écrivain, pédagogue, conférencier et auteur et acteur du dialogue interreligieux, le Cheikh Bentounes. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que la première partie, nous avons évoqué votre parcours, celui de la ville de Msranout, qu'est-ce qu'elle a représenté. Mais à partir de l'âge de 25 ans, Monsieur Bentounes, votre vie bascule. Est-ce que vous étiez destiné ou pas à être ce guide spirituel de la tariqa alaouia ou pas? Destiné, je ne crois pas. En tous les cas, moi, je ne comprenais pas comme ça. Et je m'y attendais pas du tout. Moi, ma vie, pour moi, Vous étiez dans la mode à Paris, les boutiques... toujours cet égo un peu égocentrique qui veut qu'on devienne quelqu'un. Et puis, en 75, à la mort de mon père, les sages qui se réunissent, c'est la tradition, paraît-il. C'est comme ça que ça se passe en tous les cas dans la tariqa alaouia. Les sages rentrent en prière, font l'istikhara et décident de celui qui va succéder au défunt Cheikh. Ça veut dire qu'on n'a pas demandé votre avis, Cheikh Bentounes? Ah, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Vous refusez, vous revenez sur Paris? Oui, je dis non, vous êtes trompé, il y a des gens, et puis c'est vrai en plus, qu'il y avait des gens qui étaient beaucoup plus instruits, beaucoup plus pieux, beaucoup plus habilités à mon sens, de jouer son rôle, beaucoup mieux que moi, qui était un mouton à trois pattes. Ouais. J'étais pas du tout, ni dans ma perspective, ni dans mon savoir et mes connaissances, ni dans ma maturité spirituelle. Mais quel a été votre rapport, Cheikh Bentounes, à l'islam? Nous sommes nés comme quelqu'un qui est tombé dans le chaudron. Moi, je suis né dans un milieu où l'islam était vécu du matin au soir, à travers la lecture du Coran, à travers les awrat qu'on récitait matin et soir, à travers les chants spirituels, à travers la méditation. Ça, je le voyais, je le vivais tous les jours. Donc, la question ne s'opposait même pas. L'islam, pour nous, n'était pas quelque chose d'autre. Il était inscrit dans nos gènes. Mais cet islam, enfin, c'est pas celui de maintenant. Votre islam, loin, c'est pour un peu... loin de ça, Oui. loin de ça, malheureusement. Aujourd'hui, l'islam est devenu une idéologie, à mes yeux. Il est devenu une idéologie. Alors que pour nous, ça coulait dans nos veines. Notre identité, pour nous, devenir algérien, c'était la plénitude. C'était pas une nationalité, c'était une plénitude. Ça allait de soi que musulmans, algériens, tout ça ne faisait qu'un.
C'est après qu'on a découvert qu'il y a un islam wahhabite, un islam salafiste, un islam ceci, un islam... Tout ça, c'est venu après. Et je plains les jeunes d'aujourd'hui qui sont pris entre le marteau et l'enclume, où ils doivent décider de quel islam ils doivent se positionner. Pour nous, le problème ne se posait pas. Donc en 75, vous devenez le 46e maître spirituel de la confrérie soufie Alaouia. Vous ne l'avez pas choisi. Ça consiste à faire quoi quand on est ce chef spirituel de la... Alors, Et d'autant plus qu'à un moment donné, dans l'histoire de l'Algérie, le rôle des Aouïas avait changé. absolument, absolument. C'est-à-dire, la première des choses qui s'imposait, c'était de sauver les meubles, quelque part. Oui. C'est comment sauver cet héritage. Les biens, en tous les cas, je parle de la Zawiya Alaouia, elle est nationalisée. La mosquée, pareillement, l'institut où il y avait des étudiants qui venaient, qui apprenaient le Coran, qui apprenaient cette tradition, était fermé. Il fallait, d'une certaine façon, essayer de garder, de préserver ce patrimoine pour le transmettre plus tard. Et je pense que mon rôle a été déterminant en cela, que j'avais reçu une certaine indépendance en vivant de l'autre côté de la Méditerranée. J'avais acquis une certaine indépendance et on a pensé peut-être à moi, à mon insu. Donc voilà quelqu'un qui est un peu innocent et un peu idiot. Donc peut-être que c'est par lui qu'on essaiera de sauvegarder parce que les autres étaient trop impliqués dans une Algérie qui se fermait de plus en plus sur elle-même. Donc vous revenez vous installer chez Bentones Amstrani? Pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Je vais faire le va-et-vient comme à Arbar Hala, quoi, comme ces nomades. Et je continue à nomadiser jusqu'à aujourd'hui. Donc j'étais et puis il ne faut pas oublier que la Tariqa al-Alaouia avait aussi des disciples de Cheikh al-Alaoui, ça pensait assumer dans le monde. Donc il y avait aussi des... Donc l'Europe, l'Orient, l'Occident, vous allez... Oui. Maroc, Tunisie, Égypte, Palestine, Irak. Et puis c'est la première tariqa en Europe depuis 1924. Alors que la plus ancienne mosquée de France, c'est la mosquée de Paris. En 1926, mon arrière-grand-père était là pour l'inauguration. Mais la première Zawiya remonte à 1924. Donc la première association reconnue officiellement comme association musulmane, c'était la Tariqa al-Alaouia. Donc est-ce que votre regard à partir de là, Cheikh Bentones, donc 75, où vous devenez donc le 46e maître, est-ce que votre regard sur la vie ou sur les lieux a changé? Oui, bien sûr. Il a peut-être mûri, il a peut-être changé dans la maturité. Je comprends mieux les choses, comment cette densité par rapport au lien, par rapport à la racine, par rapport à tout ce qui nous vient, malgré nous sommes rattachés comme un arbre, on nous voit qu'est-ce qui est en haut, mais les racines sont profondes. Oui. Donc c'est là où on va se nourrir. Qu'est-ce que ça vous a appris depuis 75, le fait d'être ce... Si je fais le bilan aujourd'hui, d'abord l'humilité. Connaître ses limites pour ne pas tomber dans l'arrogance, ne pas prétendre détenir la vérité, ne pas proclamer haut et fort, moi le meilleur. Donc être humble, ça c'est la première des choses, et être au service. Faire de sa vie quelque chose d'utile. Le don pour à soi et pour les autres. Donc, dans cet échange permanent, à cultiver le lien en permanence avec les créatures. Et ce divin, il faut qu'il s'incarne pour nous dans les créatures. Des hadiths en Égypte. Donc, les créatures sont la famille de Dieu, le plus proche de Dieu et le plus miséricordieux vers ces créatures. Donc cette lassitude, ce rapport à l'autre qui doit être toujours pas dans des oppositions, essayer de chercher la synergie. Et n'importe celui qui vous aime pas, celui qui vous déteste ou celui qui vous en veut, peut-être le regarder autrement parce qu'il vous apprend qui vous êtes. Donc la Tariqa Alaouia, est-ce que ça a été un lourd poids sur vos épaules, Cheikh Bentones? Quelquefois. Oui. Alors est-ce qu'il y a beaucoup d'adeptes? Vous sortez à travers le monde, vous faites beaucoup de villes. Oui. Donc vous expliquez... Oui. Et je suis aussi invité en tant que représentant de cette tradition par les universités, à donner des conférences du Japon, en Amérique, au Canada, en Afrique,
C'est une tradition quand même qui aujourd'hui, c'est plus de 130 millions de personnes dans le monde. 130 millions. De le tasawwuf, oui. Vous avez 13 millions au Pakistan, vous avez plus de 10 millions, 11 millions de soufis en Égypte. Et puis il y a des personnalités quand même qui ont marqué. Vous avez Jalaluddin Rumi. Rumi aujourd'hui est lu. Le premier livre, je dirais, lu dans le monde, c'est le livre de Jalaluddin Rumi, c'est les poésies de Jalaluddin Rumi. Donc en Turquie... Elle est différente du Maghreb Elle est différente tout en étant très proche, parce que le soufisme repose sur quoi? Il repose sur cette notion du tawhid. Mais il n'est pas dogmatique, et la religiosité, il est dans la quête de cette saveur de Dieu. Si l'islam était un corps, le soufisme on est le cœur, on est la conscience. Donc c'est la saveur de goûter à Dieu, c'est-à-dire, c'est pas seulement d'en parler. Mais pourquoi beaucoup de gens se questionnent par rapport au soufisme, Cheikh Bentounes, surtout ces dernières années? Parce que le soufisme préconise la liberté de penser, la liberté de critique. On peut tout dire. Pour arriver à Dieu, il faut marcher, il faut se frapper la tête contre dans les taxis, on entend dans les souks, on entend. C'est une parole simple, c'est une parole qui doit être en dose homéopathique pour qu'elle gasse toute sa valeur. L'islam devient une espèce de catalogue, comment brosser les dents, quand vous voyez qu'aujourd'hui il y a des fatwas sur porter des baskets ou pas, est-ce qu'on peut manger sa femme ou pas quand on a faim. Bon, là on frise le ridicule, quoi. On est dans quoi? Et par rapport à votre premier livre que vous publiez en 2006, L'homme intérieur, la lumière du Coran, c'est venu en même temps, donc on est guide spirituel et l'écriture est venue en même temps, parce que plusieurs ouvrages, il y a aussi celui de la thérapie de l'âme, le dernier, paru aux éditions Albin Michel, sorti récemment chez Belzer. Il y a réédition de Soufisme, cœur de l'islam, Albin Michel. Le premier, la tariqa vous a donné envie d'écrire? Je ne sais pas si c'est la tariqa qui m'a donné envie d'écrire, mais je voulais témoigner. J'ai essayé, dans la mesure de peu, d'être témoin de mon temps. Témoin d'une expérience à partager avec d'autres. Si ces livres peuvent éclairer, apporter du sens, aider les gens à se retrouver eux-mêmes, pas pour me lire tout simplement, mais pour eux, si c'est utile pour eux, je crois qu'ils ont leur place parmi les livres qui peuvent nous donner un peu sens à notre itinéraire dans la vie. Et le dialogue des religions, vous êtes un fervent, vous avez toujours défenseur de ce dialogue. Je crois que dans la tradition musulmane, la tradition mohammedienne, une tradition de dialogue. Le premier dialogue, c'est d'abord entre l'homme et l'être suprême, entre l'homme et Dieu. L'islam n'est pas né dans une mosquée, l'islam est né dans une grotte, dans Ghar Hira. La première révélation est venue au prophète dans la solitude d'une grotte au cœur d'une montagne. Cette grotte existe toujours, c'est Jabal Nour, elle est là, c'est là où le wahi a descendu, la révélation est descendue. Donc c'était un face-à-face entre l'homme, qu'on appelait Mohammed, et Ali sallam, et puis Dieu. Donc, et c'est là où il est rentré en tant qu'homme, il est sorti prophète. La relation et le lien s'est établi. Et le partage, c'est d'abord cette relation personnelle, et puis l'ouverture vers l'autre. L'autre c'est qui? C'est l'autre visage de Dieu. L'alphabet, il n'y a pas que le A. Il y a 28 lettres. 28 lettres pour faire l'alphabet. Donc pour écrire notre histoire, pour nous situer dans l'histoire du monde, il faut qu'on accepte tous les autres. Dans le vivre ensemble. Justement, cette journée mondiale du vivre ensemble, c'est un peu votre cheval de bataille, Cheikh Bentounes. C'est pas mon cheval, c'est notre cheval. En tous les cas, je voudrais qu'il soit le cheval des générations. Des jeunes générations. On peut l'expliquer, ce concept que vous avez envie de proposer, donc désir de paix? Oui, on peut l'expliquer par se rassembler sans se ressembler. Se rassembler pour assembler. Assembler nos énergies, assembler nos compétences, nos savoirs, nos techniques. Est-ce que l'humanité n'est pas arrivée aujourd'hui à un seuil où elle doit porter une autre réflexion sur elle-même? La mondialisation, aujourd'hui, nous oblige à répondre autrement aux problèmes. On ne peut plus vivre aujourd'hui dans un territoire séparé, avec des frontières. C'est plus possible.
Et donc le vivre ensemble, c'est pas un discours religieux, cher Bentounes. Loin de là, c'est un discours humaniste. Il concerne l'humain. Il souhaiterait, c'est pas qu'il veut, il souhaite mettre l'homme au centre de la problématique. C'est-à-dire dans un cercle, nous avons un centre et la périphérie. Comment mettre tous nos intérêts sur l'humain au centre pour que chacun de nous, d'où qu'il vienne, de la culture où il vient, de la tradition où il vient, d'où il vient, nous puissions s'unir dans une synergie. Et avec le respect de l'autre, ça revient souvent dans vos ouvrages, hein, monsieur Bentounes. Respecter l'autre. Parce qu'on est à égale distance des autres. Le cercle ne peut pas se faire si tous les points ne sont pas égaux à égale distance des autres. Un cercle, c'est la condition sine qua non. Donc, à égale distance de dignité, de respect. C'est plus une pyramide, c'est un cercle? Oui, voilà. Monsieur Bentounes. À la différence, parce que la pyramide, elle est sur les oppositions, il y a l'élite, en haut, il y a la base. Oui. Et puis l'une écrase l'autre, et bon, forcément, comme plus on monte, plus ça se réduit, et là, le sommet détient le pouvoir des avoirs et les distribue à sa guise. Et comment est venu alors les initiateurs de ce vivre ensemble? Donc vous voulez le déposer au niveau de l'ONU, au siège de l'ONU, ce projet-là? C'est fait, c'est fait. Au mois de mars, j'étais avec la délégation de notre ONG Aïssa qui est agréée au niveau de l'UCOSOC avec un statut spécial, et on a déposé entre le 9 et le 21, on était à l'ONU, au 59e session de l'UCOSOC, où on a déposé le projet, et nous cherchons aujourd'hui, c'est pour ça que je demande aux Algériennes et aux Algériens d'apporter leur signature à la GMVE. Ils peuvent aller sur le site www.gmve.ch, donc c'est un site qui se trouve en Suisse, donc www.gmve.ch, et là ils peuvent donner leur signature. C'est traduit donc en plusieurs langues, ils pourront avoir le dossier, le livre, c'est traduit je crois en 14 langues. Vous avez eu plusieurs pays qui ont adhéré à ce projet, cher Bentounes. Tout à fait, et de plus en plus, et au niveau de l'ONU, donc nous cherchons plus d'une vingtaine de pays, donc nous sommes à quelques dizaines, mais plus d'une vingtaine de pays pour que ce projet puisse passer au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies et être décrété. Mais ce n'est pas seulement de décréter une journée, il y a derrière toute une architecture de projets qui peuvent naître si cette journée vient à... Est-ce que c'est pas une utopie, cher Bentounes, sachant que les conflits à l'ère de l'extrémisme religieux, à l'ère de ce que nous vivons, est-ce que c'est pas périlleux, cher Bentounes, de se lancer dans ce vivre ensemble? C'est là où l'histoire va le dire si c'est périlleux ou pas. Mais c'est transformer le rêve en réalité. Est-ce que c'est pas ça le défi de l'homme? Vous êtes optimiste, cher Bentounes? Toujours. Quand on est soufi et musulman, oui. Quand on est mohammedien, il n'y a pas d'autre solution. On se suicider. Mais je ne fais pas partie de ceux qui se suicident. Retrouvez Adieu, un auteur tous les vendredis de 10h à 11h sur Alger 3. Vivre ensemble, jamais le désir de paix n'a été aussi grand. Donc c'est à partir de... Même par rapport à ce regard de la religion, vous y tenez beaucoup, cher Bentounes, pour dire nous sommes musulmans mais nous ne sommes pas extrémistes. L'islam prône... L'extrémisme, c'est 0,01% des musulmans. C'est aussi étonnant que ça. Mais il ne faut pas raconter l'histoire. L'alcool ou le tabac tue plus d'êtres humains sur Terre que le terrorisme. Et n'oublions pas que entre le 18e siècle et notre siècle à nous, la violence et les meurtres ont diminué de 17%. Alors que la population a augmenté. Ici, c'est une prise de conscience. La voiture fait aujourd'hui plus de dégâts. Le problème, c'est que c'est fait au nom d'une religion. Oui, mais comme vous êtes à l'étranger, beaucoup plus, cher Bentounes, on l'a vécu ces dernièrement, la montée de l'islamisme, la montée de l'extrême droite, l'islamophobie. Comment vous réagissez-vous face à ce discours que vous prenez? Il faut se battre. Oui. Allez sur Facebook, on a défilé en plein Cannes. Il y avait les catholiques, les protestants, les juifs, les bouddhistes, les musulmans.
Et vous savez où ça a commencé, par où a commencé le défilé? Il a commencé par la mosquée. Mais à la mosquée, qui a fait le discours à la mosquée? C'était le rabbin. Et puis de la mosquée, on est parti à la synagogue. Qui est-ce qui a fait le discours à la synagogue? C'était le pasteur protestant. Et puis on est parti à la cathédrale. Qui a fait le discours à la cathédrale? C'était l'imam musulman. Oui. Alors justement, le rôle des imams, C'est de mobiliser les gens et de dire mais il y en a marre de cette déchirure, de cette fracture. Nous sommes des êtres humains. Le prophète dit Kullukum min Adam wa Adam min Turab. Vous êtes tous d'Adam et Adam est de terre. Donc, et il dit l'afdaliyat arabi ala ajami. Donc, pas de supériorité d'un arabe sur un arabe ou d'un noir sur un blanc. Ou d'un blanc sur un noir, inversement. Donc, qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Mais rencontrez-vous. Quand le Coran dit donc c'est une question de vertu. oui, Pour nous connaître et nous reconnaître. et nous accepter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a décidé du ventre de la mère qui va le porter et le mettre au monde? Ça, c'est quelque chose que nous devons dépasser. Nous sommes au XXIe siècle et nous employons des idées qui sont du Moyen-Âge. C'est incroyable. Donc il faut que dans nos écoles, Oui. c'est pour ça que... Nos écoles et nos mosquées, Cheikh Bentouna, c'est important dans aussi. nos écoles, dans nos mosquées, dans nos églises, dans nos temples, là où les lieux qui enseignent, comment la religion est venue pour nous enseigner la paix ou la peur? La paix. La violence ou la charité? C'est ouvrir son cœur ou c'est fermer son cœur? Et là, venir à la fitra. La fitra, c'est cette âme originale avec laquelle chaque être humain est venu au monde. Vous avez parlé de l'Académie de la paix. Oui. Pourquoi on a des académies de guerre, on a des académies de musique? Je ne suis pas contre. Mais au moins, créons aussi une académie de paix. Pourquoi la paix? Pourquoi la paix n'est pas valorisée? Alors que la guerre et la violence coûtent 9,47 milliards de dollars par an en 2014, c'est le prix. C'est 44 fois le produit intérieur brut d'un pays comme l'Algérie. Plus les vies, la désolation, les blessés, les traumatismes, la destruction de pays. Regardez la Syrie, regardez la Libye. Et pourquoi ça se passe dans les pays musulmans? C'est ça ce qui est terrible. Beaucoup plus dans les pays musulmans qu'ailleurs. Justement, le rôle de la femme et par rapport à ce colloque, grand colloque que vous avez organisé à Oran. Et pour vous, le rôle de la femme dans la propagation de la paix est très important. Vous le dites à chaque entretien pour rappeler son rôle. Fondamental. Mais regardez, dans un des rites les plus importants d'islam, c'est le pèlerinage. Qui en est le symbole et la première personne qui a fait de ce lieu un lieu saint? C'est une femme, Hajar. Donc un des fondements du pèlerinage repose sur une femme. La première musulmane, c'est Sida Khadija. Elle a réconforté le prophète. Elle l'a rassuré. Elle l'a rassuré dans sa mission. Et puis vous avez Sida Maryama. Elle a reçu le Saint-Esprit. Vous avez la mère de Moïse. Nous avons révélé. Donc elle a reçu la révélation. Pourquoi la femme? Parce que la femme, elle est centrale. Elle porte la vie, tout simplement. Elle donne la vie. Elle donne la vie et elle transmet à travers la vie les empreintes qui vont faire les valeurs, les futures valeurs de cet être. Si elle le conçoit dans l'amour et dans la paix. Donc nous devons faire attention à cette matrice qui enfante, de lui donner la possibilité d'être épanouie pour qu'elle puisse générer un être épanoui à son tour. Et comment elle doit être, cette femme du 21e siècle? Elle doit être aimée, respectée et qu'elle joue pleinement son rôle à égalité, comme l'a dit le Coran et comme l'a dit J'adore, surtout l'égalité. Et moi je ne fais que partager. Le Coran dit donc la parité elle est là. Il n'y a pas à discuter, elle est là. On devrait le remplacer souvent, Cheikh Bentouna, cette parité. Malheureusement, moi j'ai été marqué par ma grand-mère. J'ai eu la chance, j'ai eu en fait trois mères. Oui. Votre grand-mère? J'ai d'abord ma mère qui m'a mis au monde et qui m'aimait. J'ai eu ma nourrice qui m'adorait parce que surtout quand il faisait froid et qu'elle ne voulait pas me réveiller pour aller à l'école, c'était important. Ça se comprend. Ben oui, et puis il y a ma grand-mère qui m'a gâté, avec elle j'ai voyagé, j'ai beaucoup appris,
qui m'a donné ce sixième sens, ce féminin. Et je crois qu'il est inscrit dans chaque être et il faut le trouver pour trouver son harmonie, son équilibre. Est-ce que c'est les lieux qui font les êtres, Cheikh Bentounes, ou c'est les êtres qui font les lieux? Est-ce que sortant de Mstranem, Oui, je crois. vous n'aurez pas pu... Je sais pas, un autre lieu, c'est comme un terroir. Vous savez, vous plantez un arbre d'olivier dans une région ou dans une autre, le goût de lui sera différent. Je crois que les terroirs sont très importants et c'est pour ça que nous devons être ancrés dans une tradition, dans un pays, dans un lieu. C'est pour ça que nous avons plusieurs identités. L'identité du lieu, l'identité de la famille, l'identité... Mais que ça ne doit pas nous couper de l'universalité d'être aussi les frères et les sœurs de tous les êtres. Donc votre cœur est entre Mstranem et le reste, des autres pays. Le reste et le reste du monde, je me sens frère du Lapon, citoyen du monde. Je me sens à la fois moussagueninois, algérien, musulman, mais aussi citoyen du monde, partageant des valeurs communes à l'humanité tout entière. On ne vous voit pas beaucoup dans les médias algériens, Cheikh Bentounes. Moi, je vous ai vu sur France 2 la première fois, sur cette émission. Oh, ben, je suis là. Regardez, ça c'est des médias algériens et je me sens tout à fait à l'aise avec vous. Donc, je les remercie. Bon, parce qu'on ne peut pas être aussi partout. Quand on me fait appel, j'essaie d'être là, si possible. Mais j'espère être utile. Parler pour parler, c'est pas non plus mon genre. Bien sûr. Mais c'est quoi être Cheikh Bentounes en 2015? C'est être soi-même dans la liberté et dans le respect des créatures, quelles qu'elles soient. Nous sommes quoi? Nous sommes un instant du temps. Nous allons tous y passer. De toute manière, on vivra 100 ans et alors on vivra 120, 130, mais on finira d'une manière ou d'une autre de partir. Donnons le sens à notre vie et laissons une empreinte à travers les actions et les témoignages que nous laissons aux autres. Et nos actes, nos actes, ils doivent être bien... Amal Khir. Amal Khir. Amal Khir. Cheikh Bentounes, le prochain livre portera sur quoi? Eh bien peut-être sur la femme. D'accord. J'espère que ça leur apportera quelque chose. Je suis sûre. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Voilà, c'est fini. Les lumières d'un lieu à un auteur s'éteignent, une à une, en espérant que ce moment passé avec vous et avec Cheikh Bentounes a été agréable. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Et j'espère que cette émission a été aussi porteuse d'espoir sur l'humain. On en a bien besoin. Allez, Yemnesh. السلام إنه الزهرة ذات الأريج المنتشر من روضة الإطمئنان إنه خفقة الغرام الذي يغمر القلوب ويؤلف بينها بالصفح والرأفة إنه مطية البطل الذي يقاوم التعصب إنه قمة تأمل الحكيم الغارق في الحضور الأبدي إنه سر كنه الذات إنه أساس مقر العدالة والكرامة إنه بلسم للقلب أمام قلق النفوس المضطربة إنه ابتهالات الملائكة الذين يحملون عرش الرحمن إنه اسم المولى الحميد الذي تسبح به كل الكائنات